Ok, c'est bon. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence sur comment s'installer et se préparer au Royaume-Uni. Alors, on est accompagné de pas mal d'intervenants, donc la CFE, Santé Expat et Deloitte Avocat pour toutes vos questions que vous aurez au fur et à mesure. Nous organisons cette conférence dans le cadre de la Maison de l'expatriation qui s'est déroulée toute la semaine en présentiel au sein de la CFE, mais qui se perdure sur tout au long de l'année sur des rendez-vous de 30 minutes pour préparer votre départ à l'étranger ou votre retour en France. Et puis, nous ouvrirons également au mois de juin en présentiel pour des événements, des conférences, etc. Je laisse la parole à Evan pour débuter cette conférence. Oui, bonjour. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Effectivement, c'est un plaisir de se retrouver avec tout le monde. Je vais me présenter très rapidement. Effectivement, moi, je suis journaliste à Londres pour le Petit Journal depuis 4 ans, presque 5 ans. Donc voilà, c'est un honneur pour moi de présenter cette conférence avec mes chers collègues que j'ai l'occasion de côtoyer assez souvent. Alors aujourd'hui, on va traiter effectivement l'installation au Royaume-Uni. Je vais essayer de vous donner un peu toutes les clés pour essayer de se poser outre-Manche. Euh, et il y a énormément de choses à savoir, effectivement, parce que la législation devient de plus en plus complexe et effectivement parce qu'il y a de plus en plus de modules qui permettent aussi à Londres d'être un peu accessible aujourd'hui. Comment ça va se passer? Bon, l'intérêt, c'est de vous donner plusieurs éléments pour réussir son expatriation. Effectivement, tout ne dépendra pas du diapo, mais on va dire qu'ici, il y a l'essentiel pour débarquer en bonne et due forme outre-Manche. Ok. Je ne sais pas si je peux passer les slides. Peut-être. Non, je crois pas. Merci. Ok. Alors Londres, comme on le sait, c'est sûrement l'une des capitales les plus dynamiques et les plus influentes au monde. Je crois que voilà, ça ne fait surprise à personne ici. 9 millions d'habitants, 300 langues parlées, 270 nationalités représentées et une économie qui pèse assez lourd, notamment dans la finance. Donc voilà, au-delà des chiffres, Londres, c'est surtout une ville où on vient apprendre, on vient travailler, on vient expérimenter, surtout on vient découvrir des choses, même se découvrir soi-même parfois. C'est un espace d'opportunité, de diversité, effectivement de mouvement permanent. Alors oui, c'est vrai, le coût de la vie est assez élevé, le rythme est assez soutenu, et tout le monde n'y trouve pas forcément sa place du premier coup. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui veulent s'installer sur le moyen, long terme, eh ben, Londres, ça offre plus qu'un simple séjour à l'étranger comme d'autres expatriations. Elle offre plutôt une véritable expérience de transformation professionnelle et personnelle. Euh, ok. Et il y a encore pas mal de trucs à voir. Et tout cela sera effectivement expliqué dans la French Fair le 25 avril, que nous allons organiser effectivement au CFBL en plein Londres. Effectivement, le but, c'est de faire une journée un peu franco-française à Londres. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre à Londres si c'est pas fait. Et voilà, vous pouvez juste scanner ce QR code pour nous rejoindre. Enfin bref. Tout ça, c'est bien beau, mais on va parler des choses qui fâchent un peu plus. Parce que Londres, effectivement, c'est une très belle expatriation, mais il y a énormément de choses à savoir, notamment en termes de législation, d'autant plus depuis ces 2 dernières années quand on veut se rendre au Royaume-Uni. Euh, bon, déjà, ça, vous le savez sûrement, mais depuis quelques temps, il y a eu le Brexit qui a un petit peu compliqué les choses avec les règles migratoires. Et bon, jusqu'à il y a quelques mois, n'importe qui pouvait se déplacer entre la France et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, on va dire que le système d'immigration est devenu de plus en plus semblable à celui des États-Unis. Alors, côté visa, effectivement, il y a plusieurs options disponibles. Il y a des sponsorships, des visas étudiants, des skilled workers. Bon, il y en a un peu pour tous les goûts, mais le plus dur, c'est encore de les trouver parce qu'ils ne sont pas tous disponibles en fait. Et il faut les rechercher sur le site du gouvernement UK. Donc, vous pouvez passer par une agence qui risque d'être effectivement un petit peu plus cher, mais en tout cas, ça peut faire le travail à votre place. De l'autre côté, on va parler de l'ITA. Donc, une autorisation électronique de voyage mise en place pour les courts séjours, donc 6 mois maximum. Et c'est comme un visa touristique, en gros. D'ailleurs, un visa touristique qui, depuis avant-hier, coûte 23 euros au lieu de 18. Donc, il est devenu obligatoire pour chaque passage au Royaume-Uni. Il est valable 6 mois et il interdit de près ou de loin toutes les activités liées au travail. Donc, on va dire que si vous venez simplement en touriste, c'est l'option vers laquelle se tourner. Sinon, il va falloir se diriger vers les autres visas. Euh, voilà, je vais passer ça. Bon, généralement, si vous êtes une famille ou simplement précautionneux, une fois qu'on a réglé l'administratif, on s'occupe logiquement de l'école. Alors,
Petit point très bref sur l'éducation au Royaume-Uni, je vais essayer de la faire assez courte. L'éducation, il y a littéralement pour tous les goûts, dans le public, dans le privé, le religieux, le français, le bilingue, en ligne, à la maison, en chaussures, en chaussons, en uniforme. On va commencer avec les écoles plutôt classiques. Alors les écoles publiques, les appelées state schools, elles sont gratuites, elles sont financées par l'État, effectivement. Et elles sont ouvertes à toutes, il faut juste vivre dans le bon quartier et être prêt à parler anglais 24/7. Alors ensuite, on a les grammar schools, donc qui sont aussi publics, mais qui pour le coup sont sur concours, un peu comme à Poudlard d'ailleurs, avec Harry Potter. Donc il y a un test d'entrée nationale dès 11 ans, et vous avez compris, c'est plutôt l'ambiance que le meilleur gagne. Et enfin, il y a les fameuses écoles françaises et bilingues. Alors, ça, c'est pour ceux qui veulent rester fidèles à notre grammaire et à notre chère orthographe, avec un enseignement qui est déjà vu en France. Donc, généralement, c'est souvent les familles qui vont transitionner de leurs écoles françaises vers les écoles anglaises. Donc, il y a tout un réseau voilà, d'écoles françaises. Je ne vais pas pouvoir toutes les évoquer, mais effectivement, le lycée français Charles de Gaulle, le lycée international Winston Churchill, le IFA, l'école Janine Manuel School. Voilà, donc on fait du français, de l'anglais, parfois un peu des deux, du chinois même, du coding. Il y a littéralement de tout. Et enfin, il y a les écoles privées, donc les independent schools, comme en France, où bon, je vais pas m'attarder sur le sujet, mais bon, on va dire qu'elles sont assez onéreuses. Juste pour vous donner un ordre de prix, on tourne entre 15 000 et 40 000 pounds l'année, donc entre 20 000 et 60 000 euros l'année, juste pour un seul enfant. Voilà. Enfin, pour ceux qui aiment les écoles plutôt flexibles, il existe effectivement le LIFEL, par exemple. Donc, c'est des écoles en ligne où voilà, littéralement, vous pouvez aussi travailler de la maison. Donc, plusieurs questions, ça peut devenir un véritable casse-tête. Et en fait, la réponse à tout ça, c'est de choisir simplement la bonne voie. Est-ce que je veux mettre mon enfant dans un système français, dans un système britannique? Est-ce que je préfère passer l'IB ou le bac? L'avantage, c'est que tout ça reste extrêmement flexible et surtout, les enfants peuvent changer en fait en milieu de cursus parce que les diplômes sont largement reconnus de part et d'autre de la Manche. Et effectivement, si ça devient compliqué, n'hésitez pas à voir d'autres écoles. Enfin, je vais passer au logement. Alors ici, l'intérêt, c'est de vous donner un bon mode d'emploi pour éviter de terminer sur un banc à Hyde Park. Ce qu'il faut comprendre, c'est que trouver un logement à Londres, c'est relativement fastidieux. Alors c'est faisable, mais c'est très rarement agréable. On va commencer par le nerf de la guerre, qui est bien évidemment le prix. Alors, les loyers à Londres, c'est, allez, 4, 5 dernières années, ils ont subi une vraie inflation, notamment à cause du Brexit. Aujourd'hui, un studio dans le centre, ça peut facilement dépasser les 1800 pounds par mois, donc à peu près 2100, 2200 euros, charges non comprises. Et ça, c'est si vous êtes plutôt chanceux. Parce que sinon, c'est direction la colocation. Et bon, si vous pensez que la colocation, c'est une solution économique, eh bien, pas forcément, sachant qu'aujourd'hui, les colocations, ça peut aussi tourner autour de 800 à 1200 pounds par mois, donc 1000 euros à 1400 euros. Ça, c'est la réalité du terrain. Alors, effectivement, il y a des sites qui marchent pas mal pour trouver des colocations, notamment Spare Room, qui est le site de référence pour toute colocation. C'est un peu comme Le Bon Coin en France. Et littéralement, vous trouvez tout, de la chambre cosy à Camden au quartier un peu plus improbable à Stratford. Voilà, il y a aussi Move Away qui s'adresse plus aux jeunes Français, aux stagiaires, aux jeunes étudiants. Alors, c'est plutôt clé en main avec un accompagnement francophone, mais les prix sont du coup un peu plus élevés qu'en direct. Cela dit, pour une personne qui arrive sans réseau, ça marche très bien. Et enfin, il y a aussi les agences immobilières. Je ne m'attarderai pas sur le sujet parce que bon, ben, c'est assez compliqué, c'est nécessairement pour des budgets plus confortables. On va dire que si vous avez un budget solide, les agences immobilières, c'est un peu plus une option pro et un peu moins aléatoire. Par contre, il y a énormément de nouvelles règles depuis 2019 qui compliquent la chose, notamment les frais d'agence qui sont interdits pour les locataires en Angleterre, le dépôt de garantie qui doit être souvent de 5 semaines de loyer, pardon, les justificatifs de retenue, le garant, et surtout votre nouvelle situation au niveau du visa, ce qui est extrêmement demandé. Quoi qu'il en soit, une 4-5 choses à faire. Déjà, vérifiez bien votre appartement et le référencement dans le Land Registry. En gros, c'est le carnet d'adresse des propriétaires au Royaume-Uni pour s'assurer en fait que le logement existe. Surtout, ne versez aucune somme sans jamais avoir visité. Je parle d'expérience, il ne faut pas faire ça. C'est très important. Et effectivement, vous pouvez consulter aussi Companies House, qui est une agence pareille qui analyse aussi les différentes agences. Voilà. Et surtout, éviter les loyers un peu trop beaux, hein, parce que un T2 à Chelsea pour 600 pounds, on se doute bien que ça n'existe pas. Très bien. On va passer à la prochaine rubrique, qui sont les transports. Alors, les transports, c'est un relais très important parce que bon, je crois que c'est le réseau le plus ancien du monde déjà, celui de Londres pour commencer, et en plus c'est un des plus étendus d'Europe. L'Underground, il dessert
toute la ville avec plus de 11 lignes aujourd'hui, mais il n'est pas du tout le seul à opérer. On va parler des bus, on va parler des trains de banlieue, du tramway et même des bateaux. Alors, les lignes à connaître très rapidement. Bon, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais en fait, il y a un petit lien pour vous emmener vers les lignes de métro à connaître. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Hop. Non, je vais rester là-dessus, très bien. D'ailleurs, il n'y a pas de ticket à papier comme il y a pas de ticket papier comme à Paris. Il y a tout qui fonctionne sans contact, donc vous pouvez utiliser directement votre carte bancaire ou votre Stocard directement sur les bornes. Et Londres est divisé en zones tarifaires. Donc, si vous prenez la map de Londres, en fait, elle est divisée en plus de 9 zones. Le centre-ville, ça correspond à la zone 1 et 2 généralement. La périphérie s'étend de la zone 3 à la zone 5, 6, 7. Et au-dessus de la zone 7, c'est la campagne, quoi. Ça commence à être la grande banlieue. Donc depuis la zone 6, on va dire qu'il faut compter au moins bien, bien 1 heure pour arriver dans le centre de Londres. De toute façon, moi j'ai une petite technique personnelle, je compte 45 minutes pour tout trajet, comme ça c'est beaucoup plus simple. Côté tarif, les prix, ils varient selon les zones. Un trajet de la zone 1 à la zone 2, par exemple, va vous coûter 1,75, tandis qu'un trajet plus long de la zone 1 à la zone 4, lui, peut atteindre facilement les 3,75. Et si vous poussez jusqu'à la zone 9, effectivement, ça peut atteindre 12 pounds. Mais il y a quand même un plafond journalier qui est automatiquement appliqué par TfL, donc Transport for London. Donc en zone 1 et 2, vous ne pourrez jamais dépasser plus de 8,50 pounds par jour. Donc voilà, ça reste un plafond facilement atteignable. Il y a aussi des réductions qui existent pour les jeunes, pour les étudiants, notamment la carte Oyster 18 Plus qui permet des réductions de 30% sur tous les abonnements pour les jeunes. Il y a aussi la Railcard 1625, c'est comme en France littéralement avec le 1625 de la RATP qui offre 33% de réduction en heure de pointe pour le coup et qui peut être relié directement à votre carte de transport. Aussi, les enfants de moins de 11 ans voyagent gratuitement lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte. Et on va parler aussi des bus qui, eux, sont un vrai game changer parce qu'ils peuvent vous changer la vie. C'est-à-dire que tout trajet coûte 1,75, quel que soit le trajet. Voilà, que vous ayez de la zone 1 à la zone 9, ça coûtera 1,75 avec les correspondances incluses. Enfin, il y a aussi les mobilités plus douces, donc le vélo, les Uber Bikes, les passes journaliers. Voilà, donc qui vous permettent aussi de traverser la ville pour, on va dire, 5 à 10 pounds par jour. Et c'est accessible dès 1 pound 65 pour les 30 premières minutes. Enfin, je vais parler de la voiture. Et, étant permissier, c'est vraiment aussi quelque chose de très important. On va l'éviter, quoi. On va tout simplement éviter de conduire à Londres. Bon, Londres déjà applique une congestion qui charge 15 pounds par jour en fonction des zones. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle l'ULEZ euh, qui en gros surtaxe les voitures à Londres très clairement, sans oublier les parkings qui sont assez hors de prix et les risques d'amende. Voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Hop. Alors, on va passer un petit peu à la vie à l'anglaise, parce que c'est très, très important d'être au courant que quand on arrive à Londres, effectivement, ça risque de changer d'ambiance. Alors, je ne sais pas si vous allez venir forcément de Paris, mais si vous venez d'autres contrées, Toulouse, du sud de la France, effectivement, il y a des choses qui vont changer, dont la météo, déjà, ça c'est sûr, mais surtout le rythme et la culture du quotidien. Vivre à l'anglaise, on va dire que ça s'apprend pas trop, ça se vit un peu plus tôt au moment où on arrive. Souvent, la première chose qui frappe, moi, d'un référendum, j'ai compris que c'était la nourriture. Alors, euh, nous, on est très bons et on rigole beaucoup sur la cuisine britannique, parfois à raison, parfois à tort, mais il y a des choses qui risquent peut-être un petit peu de vous choquer. Londres, c'est pas forcément la cuisine anglaise, Londres, c'est plutôt toutes les cuisines du monde. Voilà, on peut tout trouver dans la ville, on peut trouver du jamaïcain, du coréen, on peut littéralement tout trouver là-dedans. Voilà, moi, je peux me retrouver à manger un Indien à Whitechapel, je peux manger éthiopien à Brixton, à Coréen à Soho. Donc, on va dire qu'il y a un peu de tout et souvent, c'est à des prix quand même très abordables dans la ville si on sort du quartier ultra touristique, bien évidemment. Et puis surtout, il y a l'invention du meal deal, exceptionnel, bravo. Donc, pour 3 à 4 pounds, on peut manger un repas à midi. Pas, pas de la haute gastronomie, je vous l'accorde, mais ça peut sauver des vies. Je parle encore une fois par expérience. Et aussi, effectivement, il y a la culture du pub. Alors, le pub, c'est un endroit à part. Hein. Je pense que vous le découvrirez si jamais vous venez outre-Manche. C'est pas comme un bar en France, parce que c'est plutôt un lieu social, en fait. On y va après le travail, souvent à 17, 18 heures, souvent debout sur le trottoir avec une pinte à la main d'ailleurs, même s'il pleut. Et c'est pas grave, on reste dehors, donc en couple, entre amis, en famille, avec des enfants. On y mange parfois, surtout, voilà, on y joue, il y a souvent des quiz et tout, donc c'est vraiment une atmosphère un petit peu à part. Et effectivement, après le bar, que fait-on généralement? Eh bien, on sort, parce que Londres, c'est aussi une ville qui ne dort pas et qui ne s'éteint
presque jamais. Alors, il y a toujours quelque chose à faire, que ce soit un petit concert, que ce soit une pièce de théâtre dans le West End, que ce soit un DJ dans un hangar à Whitney. Donc voilà, même avec peu de moyens, on peut réussir à faire énormément de choses dans la ville, parce que la ville regorge de musées, regorge de marchés, d'activités, de concerts accessibles et effectivement de spectacles de rue. Et tout ça, c'est accompagné effectivement de quelques règles tacites. Alors, j'ai écrit s'intégrer en bas, donc ne pas se la jouer trop anglais. Mais il y a des choses quand même à faire quand on arrive dans la ville. Déjà, quand on fait la queue, on ne râle pas, comme en France. Voilà. On dit sorry à peu près 15 fois par jour, bien évidemment, même quand on n'a rien fait. Et c'est aussi OK de se faire livrer un curry à minuit, voilà, sans toute présomption. C'est comme ça se passe à l'anglaise. Voilà. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pratiques que j'aurais aimé peut-être moi savoir en arrivant et qui m'aurait évité sûrement bien des galères. Alors d'abord, par expérience, je pense qu'il faut se diriger vers les banques en ligne. Donc voilà, Revolut, Monzo. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est des banques en ligne qui sont très accessibles où on n'a pas besoin forcément de justificatif de domicile. C'est rapide, c'est gratuit en arrivant et vous pouvez lier ça à votre Apple Pay. Vous pouvez payer avec votre téléphone, que ce soit le métro, que ce soit justement les boissons dans les bars. Et c'est hyper pratique quand on n'a pas de compte encore classique bancaire au Royaume-Uni. C'est peut-être pas la solution à vie, mais en tout cas, ça peut vous dépanner les premiers temps. Ensuite, votre téléphone, bon, soit votre forfait couvre un forfait international, soit comme moi, vous accumulez le hors forfait, vous vous rendez compte au bout d'un an que vous avez une note très, très, très chère d'un forfait. Dans les deux cas, il y a des alternatives, donc soit des eSIM, soit des puces Lebara, Lika Mobile, donc c'est accessible un peu partout dans la ville, dans chaque magasin, parce que le hors forfait, on est d'accord que ça va 2 minutes. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le métro, pardon, on utilise la carte bancaire. Voilà, donc pas de tickets individuels qui sont 2 à 3 fois plus chers. Et surtout, bon, si vous pouvez voyager en heure creuse, c'est mieux. En arrivant, n'hésitez pas aussi à vous inscrire chez un GP, donc un médecin généraliste. Dès que vous avez un logement fixe, c'est gratuit via le NHS. Et dans tous les cas, je crois que votre visa stipule que vous devez avoir un GP. Donc, ça vous permet d'avoir accès à littéralement toute la médecine sur place. Alors, le NHS n'est pas le système qui accompagne le mieux ses prestataires, mais c'est quand même important. On ne sait jamais s'il vous arrive quoi que ce soit. Effectivement aussi, il y a les groupes Facebook. Alors, les groupes Facebook de Français à Londres, par exemple, qui sont des petites mines d'or, notamment pour vous installer si vous cherchez un logement au départ. Ça peut ouvrir la porte au scam, effectivement, mais il peut quand même y avoir de bons plans, notamment avec les Français à Londres ou Frogs in London, qui peuvent aussi vous permettre de sortir, voilà, les premiers soirs si vous êtes tout seul. Et pareil, retour d'expérience, c'est aussi important de pouvoir sortir quand on arrive et de pas s'enfermer. Il y a d'autres filiales, Londres Accueil aussi, pour rejoindre des clubs de Français déjà installés à Londres. Et effectivement, je vais vous donner aussi 2, 3 conseils de vie pratiques. Alors, évitez, si vous le pouvez, les Tesco Express et les Sainsbury Locals, parce que ce sont des petits magasins qu'on croit abordables, qui sont au final assez chers. Donc, ce sont des formats de dépannage. À Londres, il y a aussi les Lidl, les Aldi, Asda, ça existe. Iceland aussi, ça existe au Royaume-Uni. Donc, vous pouvez aussi faire vos courses pour éviter de dépenser trop cher. Très bien. Je pense que j'en ai fini pour cette introduction à la vie au Royaume-Uni. Je vais passer la parole à ma chère Rachida, donc directrice marketing de la communication et développement pour la Caisse des Français de l'étranger. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, on reste dans le chat ouvert à toute réponse. Merci Evan. Alors, tu es passé assez rapidement dessus. Tu as évoqué effectivement rapidement le système de santé au Royaume-Uni. On va passer un peu plus de temps côté Caisse des Français de l'étranger et aussi avec Raphaël de Santexpat sur ce sujet parce que ça fait partie des questions qu'il faut se poser lorsque l'on part en expatriation ou qu'on aille, mais surtout dans des pays où on peut penser qu'un système de protection sociale existe. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est proche du système que l'on connaît en France? Et donc, on est là aujourd'hui avec Raphaël pour vous aider à déchiffrer un peu les ressemblances et les différences de ces deux systèmes. Donc, peut-être rapidement un petit topo de qui est la Caisse des Français de l'étranger. Donc, la CFE est un organisme de sécurité sociale qui a été créé en 1978 et qui est dédié uniquement aux Français qui résident à l'étranger. Donc, on va parler de Français de l'étranger, d'expatriés, peu importe. Là, on ne parle pas de contrat de travail ou de notion de sécurité sociale, mais de manière plus large, on couvre vraiment les Français qui vont s'installer de manière définitive à l'étranger. Et donc créé en 1978, d'abord pour accompagner les entreprises françaises
qui expatriaient des collaborateurs français dans leurs filiales à l'étranger. On a un peu évolué avec l'évolution du monde de l'expatriation et du coup, on s'est adapté. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est toujours le même, ça n'a pas changé. On est un organisme de sécurité sociale parce qu'on dépend du Code de la sécurité sociale, qu'on a un conseil d'administration régi par des administrateurs qui sont pour la plupart, en grande majorité, des Français expatriés, des Français qui vivent à l'étranger. Et donc, dans tout ça, on a pour rôle de véhiculer, de transposer le système de sécurité sociale français partout dans le monde, à l'étranger. Donc, on représente la sécurité sociale et on offre les mêmes garanties que la sécurité sociale, à savoir la santé, donc plus communément appelée en France maladie, maternité, invalidité, les risques prévoyance qui sont les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, les accidents du travail et les maladies professionnelles, et la retraite. La CFE, sur ce dernier volet, est le seul organisme à permettre aux Français qui vont travailler à l'étranger, qui vont exercer une activité salariée à l'étranger, de continuer à cotiser dans le système français dans les mêmes conditions que s'ils étaient restés travailler en France. Aujourd'hui, je vais plutôt détailler la santé. Je ne vais pas trop détailler les autres garanties. On a fait une conférence hier dans le cadre de cette maison d'expatriation dédiée à la retraite. Si vous avez des questions, je vous inviterai plutôt à aller revoir cette présentation. Et surtout, si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Même si la maison de l'expatriation, ça a été dit, s'arrête aujourd'hui, il est toujours possible de continuer à prendre des rendez-vous en ligne en attendant juin s'il y a besoin d'un rendez-vous en présentiel. Donc, on est présent partout dans le monde. On couvre aussi bien des personnes à titre individuel que des entreprises qui couvrent leurs collaborateurs. Et aujourd'hui, la CFE couvre, tout compris, un peu plus de 200 000 personnes réparties dans le monde entier. Quand je disais qu'on transposait les règles, les garanties de la sécurité sociale, on transpose aussi les valeurs de la sécurité sociale. À savoir l'universalité, le premier chose. Donc, c'est la sécurité sociale pour tous, y compris pour les Français à l'étranger. Les Français sont les seuls citoyens, lorsqu'ils s'expatrient, à pouvoir continuer à bénéficier du système français. Ça n'existe pas, pas de la même manière dans d'autres pays à l'étranger. On couvre tout le monde, quel que soit donc son pays d'expatriation, son âge, ou ses pathologies préexistantes ou à venir. Donc, contrairement à une assurance privée, on n'a pas de questionnaire médical, on n'exclut pas de pathologie, on n'exclut pas de pays. On assure la continuité des droits au départ de France comme au retour en France. Donc, ça veut dire que si vous prenez le choix de la CFE au moment où vous quittez le territoire français, vous êtes couvert immédiatement. Et lorsque vous rentrez en France, la sécurité sociale, en fonction du statut que vous avez en rentrant en France, peut vous appliquer une carence qui peut aller jusqu'à 3 mois. Si vous étiez à la CFE pendant votre période d'expatriation, la CFE continuera à vous rembourser, si vous avez choisi la CFE pour la partie santé, sur cette période de 3 mois. Donc, et pour ceux qui ne font pas le choix de la CFE dans la continuité du départ de France, on peut appliquer une carence qui peut aller de 3 à 6 mois. Donc, une carence, c'est une période pendant laquelle vous cotisez, mais pendant laquelle vous ne pouvez pas prétendre à des remboursements. Et puis, depuis maintenant un certain nombre d'années, on permet à nos assurés de continuer à bénéficier de la carte vitale. Donc, lors de séjours temporaires en France, il est possible, si vous avez choisi la bonne garantie, il est possible de venir se faire soigner en France et d'utiliser la carte vitale. Là, je vais passer la parole à Raphaël parce que, en fait, pour bien comprendre l'utilité de la CFE, donc cette continuité avec le système français, l'idée, c'est qu'on vous fasse le topo de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui existe au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Rachida. En effet, c'est important de comprendre ce qui se passe localement. C'est un système qui peut ressembler à la sécurité sociale française pour une partie, mais qui est quand même finalement assez différent. Et le Royaume-Uni est vraiment un pays un peu à part, même en Europe, sur bien des aspects, mais notamment sur la santé aussi. Donc, il y a 2 systèmes qui cohabitent, le système public et le système privé. Donc, comme l'a dit Evan, le système public s'appelle le NHS, dont on a beaucoup entendu parler pendant la période du Covid, notamment, puisqu'il était très sollicité. Donc, le NHS est très vertueux. C'est un super système puisqu'il est universel et gratuit
gratuit dès lors que l'on est résident ou que l'on a le visa adapté pour résider au Royaume-Uni. Il est très bon notamment sur les hospitalisations, sur les urgences, sur les maternités. Dès lors qu'on est sur du suivi médical, de la consultation de spécialistes, etc., c'est beaucoup plus limité puisque les délais d'attente sont très longs. Il faut toujours repasser par le fameux GP dont parlait Evan aussi tout à l'heure. Donc, vous avez vraiment un médecin référent en fait, qui vous est attribué en fonction de l'adresse où vous habitez. Il faut toujours repasser par cette personne-là qui va finalement être l'aiguilleur pour aller vous référer vers un dermato, un gynécologue et un spécialiste éventuel pour la pathologie que vous avez. Donc, ça peut être assez long et contraignant de toujours passer par ce parcours. Et donc, coexiste ce système privé qui, lui, pour le coup, est très qualitatif également et les délais sont largement réduits. En revanche, les coûts de santé dans le système privé sont très élevés. Et donc, on a vraiment un système public qui, lui, est gratuit, mais qui couvre plutôt les urgences et plutôt les hospitalisations, on va dire, et ce système privé qui est très bon, très efficace, mais qui coûte très cher. Et donc, l'idée, c'est que comme la Caisse des Français de l'étranger, en effet, plafonne ses remboursements au même titre que ce que rembourse la sécurité sociale pour le même soin en France, il est très important de prendre des complémentaires à la CFE pour ne pas avoir de reste à charge lorsque vous passez dans le système privé. On peut passer au slide suivant. Donc ici, quelques exemples de coûts de santé au Royaume-Uni, donc notamment avec une consultation de spécialistes, donc ici un pédiatre. Encore une fois, c'est des moyennes de ce que rembourse la CFE, les assureurs internationaux lorsqu'il s'agit de soins dans le secteur privé, bien sûr. Donc ça peut varier puisqu'il n'y a pas de tarif de convention comme on peut connaître en France, par exemple. Donc vous voyez, on a 30 € pour un soin en France de consultation pédiatrique. On est à 190 € au Royaume-Uni. Sur le médecin généraliste, on est sur les mêmes ordres de grandeur de différence. Une séance de kiné, par exemple, voilà une moyenne de 84 € contre 16 € en France, 70 € sur le détartrage contre 29 € en France, et surtout une grosse différence sur la maternité. Après, sur la maternité, c'est vrai qu'une grande majorité d'expats françaises accouchent dans le système public, et donc lui est gratuit et ça se passe en général très bien. Mais pour les personnes qui voudraient accoucher dans le système privé, il faut savoir que ça coûte donc une moyenne de 16 000 €, alors qu'un accouchement par voie basse en France, c'est plutôt aux alentours des 2 500 €. Est-ce que tu veux reprendre la main sur cette partie, peut-être, Rachida, sur les offres de la CFE? Je vais passer très rapidement. Je disais tout à l'heure qu'effectivement, donc nous, on offre des garanties santé. À titre individuel, on a plusieurs plans de santé, plusieurs produits proposés. Et si, en fait, aujourd'hui, je fais cette présentation avec Raphaël Lebar de Santé Expat, c'est parce que Raphaël représente la CFE sur le Royaume-Uni. Donc, il peut vous apporter, grâce à son expertise, un conseil total sur le type de plan ou de garantie à choisir, CFE et complémentaire, ou que assurance au premier euro, ou voilà, est-ce qu'il faut un monde expat ou un France expat. Donc voilà, donc ça c'est plutôt le conseil de Raphaël. Moi je vais juste vous donner les grandes lignes de ces 4 produits. On a notre produit classique qui est le produit Monde Expat Santé, qui permet donc de rembourser les frais de santé partout dans le monde, y compris en France, lors de séjours temporaires. Et effectivement, comme l'a rapidement dit Raphaël, on est la sécurité sociale, donc on rembourse dans les mêmes... en fait, on rembourse l'équivalent de ce que la sécurité sociale aurait remboursé en France. Bien sûr que les prix sont adaptés en fonction du coût de la santé à l'étranger. Donc, si je prends un exemple classique, sur une consultation généraliste, en France, ça va nous coûter entre 20 et 50 €, entre 30 et 50 € plutôt. La sécurité sociale va rembourser 18,55 €. Donc, nous, partout dans le monde, pour une consultation généraliste, la CFE remboursera 18,55 €. Donc, c'est pour ça qu'il est important. Donc, on transpose le modèle. Donc, il faut à la fois donc la CFE et une complémentaire santé exactement dans le même schéma que ce qu'on peut connaître en France. Donc, le jeune expat, c'est la déclinaison du monde expat pour les moins de 30 ans. Et puis, on a, par exemple, comme dans un pays comme le Royaume-Uni,
où on peut peut-être juger le système en place suffisant, donc le NHS peut être gratuit. Si on est prêt à attendre, si on est tout à fait à l'aise avec l'anglais, on peut se dire je me couvre uniquement au Royaume-Uni et puis par contre, en tant que Français expatrié, vous perdez vos droits à la sécurité sociale. Donc notre produit France Expat Santé vous permet de continuer à venir vous faire soigner en France, pareil, toujours lors de séjours temporaires, puisque je le disais en introduction, on est une caisse qui ne couvre que les Français qui résident à l'étranger. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de programmer des soins et de venir vous faire soigner en France si, par exemple, le délai d'attente est trop long à l'étranger. Et puis, pour le retraité, on a un produit spécifique, donc, qui est le Retraite Expat Santé, qui, pour le coup, a pour particularité de ne rembourser que les frais de santé à l'étranger, puisque pour pouvoir souscrire à cette garantie, il faut avoir au moins cotisé 15 ans à un système de retraite français. Et donc, quand on est à la retraite et qu'on a cette pension de ce nombre d'années, qu'on a une pension française, les soins en France sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc, je le disais, nos garanties sont proposées en solo ou en famille. On a une tarification adaptée. On couvre les soins à l'étranger et les soins en France, ou que les soins en France et que les soins à l'étranger. Et puis, via notre plateforme dématérialisée, vous avez accès au service CFE 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, je le disais, comme au Royaume-Uni, comme dans d'autres pays, il est important d'avoir une complémentaire santé. Je vais laisser Raphaël détailler ce point. Merci beaucoup. On peut même aller sur le slide suivant directement. Donc Santexpat, on est en effet courtier référent de la CFE sur le Royaume-Uni et sur les États-Unis. Donc on fait beaucoup d'événements sur place ensemble. On sera présent notamment ensemble à la French Fair le 25 avril, organisé également par le Petit Journal. Donc Santexpat, nous on a été créé en 2020 et on est un courtier français comparateur d'assurance. Donc, on propose 300 solutions d'assurance auprès de 30 partenaires assureurs différents. Aujourd'hui, c'est plus de 20 000 assurés partout dans le monde, avec une grande partie de nos assurés aussi au Royaume-Uni. Et donc, un excellent service client, comme vous pouvez le voir, une note de 4,9 sur 5 sur Trustpilot, avec un peu plus de 700 avis maintenant. L'intérêt de Santexpat, on va le voir un petit peu plus loin, s'il vous plaît, si on peut avancer. C'est vraiment d'avoir à la fois du digital et à la fois de l'humain. Donc le digital, c'est vous pouvez aller sur le site santexpat.fr, indiquer donc votre pays d'expatriation, le Royaume-Uni, votre composition familiale, votre âge, et en fait avoir la totalité des offres pour lesquelles vous êtes éligible, avec un premier niveau de conseil digital où on vous pousse 3 offres, une petit budget, une qui est le meilleur rapport qualité-prix et une offre un peu plus premium pour les gens qui veulent vraiment avoir une super couverture. Et ensuite, vous avez accès à la totalité des offres que vous pouvez soit souscrire en ligne ou pour lesquelles vous souhaitez avoir davantage d'informations, et auquel cas, on a une équipe donc, qui est basée en France, qui est experte de la santé internationale, notamment sur le UK, et qui répondra donc à toutes vos questions pour vous renvoyer les devis les plus pertinents en fonction de vos besoins. Parce que si on est jeune étudiant, si on part en famille, si on est retraité, on n'a pas toujours les mêmes besoins en santé. Et vraiment de vous proposer de vous accompagner jusqu'à la souscription du contrat qui est le plus pertinent pour vous. Sachant que le Royaume-Uni, encore une fois, est vraiment un pays très spécifique sur le marché de la santé internationale, puisqu'il y a ce fameux NHS, qui rembourse quand même une partie des soins donc gratuitement. Beaucoup des expatriés français qui ont un emploi local vont être couverts par leur employeur, un peu comme en France en fait. Donc on appelle ça un top-up, qui vous permet aussi de pouvoir accéder au système privé, mais qui souvent est très limité, puisqu'il y a des plafonds à ces couvertures qui sont souvent bas, avec des franchises aussi. Donc nous, les Français, on n'est pas très habitués à avoir des plafonds, à avoir des franchises, à avoir des co-payments sur nos mutuelles françaises. Donc l'idée d'avoir une complémentaire à la CFE, par exemple, c'est de pouvoir avoir accès soit au système privé local. Donc l'idée, ça va plutôt être en complément de jeunes expats de la CFE ou de Monde Expat. Mais comme le disait Rachida, parfois le NHS suffit, la couverture que vous propose votre employeur vous suffit aussi, mais vous pouvez
mais vous souhaitez quand même être remboursé de vos soins en France parce qu'il y a une proximité géographique aussi entre la France et le UK. C'est assez simple de rentrer et vous voulez pouvoir parler en français à votre médecin voilà, historique de famille. Et là, donc, on a des complémentaires aussi à France Expat qui interviennent exactement comme une mutuelle pour que vous n'ayez pas de reste à charge pour vos soins en France également. On peut avancer. Donc voilà, ici, c'est vraiment vous rappeler le partenariat très privilégié entre la CFE et Santexpat. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de reste à charge en fait pour l'expatrié français au Royaume-Uni, peu importe son choix de couverture, et qu'il est toujours donc à la fois on fait partie, nous, des rares pays qui avons une extraterritorialité de notre sécurité sociale via la CFE. Donc, pour nous, c'est toujours le conseil voilà, qu'on donne aux expatriés où qu'ils partent dans le monde, c'est de prendre la CFE. Et ensuite, nous, Santexpat, on est courtier. Donc, c'est rarement nos produits que nous privilégions, en fait, ou que nous distribuons auprès de nos clients. On joue vraiment le rôle de courtage et on va diriger vers des assureurs qui ont ce qu'on appelle des guichets uniques avec la CFE, c'est-à-dire une facilité de remboursement. Vous n'avez pas plusieurs démarches à faire pour vous faire rembourser de la part CFE, de la part de l'assureur. L'idée, c'est vraiment de tout centraliser au même endroit. Donc, on travaille avec des assureurs qui ont des applis smartphone. Vous prenez juste la photo de votre facture de soins, vous déposez sur l'application smartphone de l'assureur et vous recevez un seul virement de soins voilà, qui reprend à la fois la part CFE et la part de l'assureur. On peut passer sur ce slide pour laisser un petit peu de place aussi à nos confrères de Deloitte, et je m'arrêterai juste sur le contrat Iliad UK ensuite, qui doit être le slide suivant. Iliad UK, qui est une offre pour le coup unique sur le marché, qui couvre donc en complément de France Expat tous vos soins en France et qui vous couvre également au premier euro pour les soins qui sont faits au Royaume-Uni. Donc voilà, c'est vraiment un contrat hybride, à la fois complément CFE, soins France, premier euro pour le Royaume-Uni. Donc vous avez votre carte vitale toujours via la CFE. La complémentaire vient donc compléter le remboursement de la CFE. Vous avez une application smartphone aussi qui vous sert notamment pour les soins au UK. Et vous avez une téléconsultation qui est incluse aussi dans le contrat. Nous, on aime beaucoup la pousser parce que c'était rarement utilisé avant le Covid. Ces services-là de santé digitale sont finalement beaucoup plus utilisés maintenant. Et donc voilà, en général, c'est moins cher pour le client, c'est moins cher pour l'assureur. Et on parle en français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et je finis par un dernier slide avant de relaisser la parole à Rachida. Sur notre site, on met aussi à disposition des services santé. Donc ça fait pas partie du business model de Santexpat. Là, c'est vraiment pour simplifier l'accès à la santé des Français où qu'ils soient dans le monde. Donc sur des services de parentalité, par exemple, de maternité. Donc en plus, c'est une personne qui vit à Londres, qui s'appelle Pauline Fétu, 9 mois pour toi, enfin 9 mois et plus. Maintenant, ça a changé de nom. La santé de la femme aussi, donc sur des sujets d'endométriose, par exemple, de ménopause aussi. Voilà, ça peut être plus confortable de pouvoir dialoguer dans sa langue et d'avoir une approche aussi un petit peu plus à la française que locale. Et puis des services d'orthophonie, par exemple, en français, parce que si on est français et qu'on vit à l'étranger, on peut vouloir que son enfant fasse de l'orthophonie plutôt dans sa langue maternelle. Feel Better sur tout ce qui est téléconsultation de psychologie, pareil, qui est beaucoup demandé depuis le Covid notamment. Et enfin, on travaille avec Medit Simple sur le UK. C'est un peu le Doctolib en mieux pour le UK. C'est une plateforme franco-britannique et qui vous permet de vous géolocaliser, de choisir le médecin en fait autour de chez vous, généraliste ou spécialiste. Et maintenant, vous pouvez même rentrer par Medit Simple par vos symptômes. Donc, il y a une IA aussi qui vous permet en fait d'avoir un premier niveau de conseil et qui va ensuite vous permettre de prendre rendez-vous directement dans les médecins autour de chez vous. Vous verrez s'ils font partie du NHS, s'ils sont plutôt dans le système privé. Donc, souvenez-vous de Medit Simple, c'est vraiment un outil très pratique pour les Français qui vivent au Royaume-Uni. Merci Raphaël. Alors du coup, je le disais,
on couvre d'autres garanties. Effectivement, on voulait vous permettre d'avoir un petit volet sur la partie fiscale au Royaume-Uni. Donc, je vais volontairement passer sur ces slides-là. Donc, sachez que il y a pour les personnes exerçant une activité salariée, on propose une assurance risque professionnel, soit une garantie risque professionnel. Vous trouverez un peu plus de détails sur notre site internet et puis sur la partie retraite aussi. Puis il y a la conférence, comme je le disais. Donc vraiment, pour laisser la place à la partie fiscale et aux questions-réponses, je ne vais volontairement pas les détailler, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou à prendre rendez-vous. Du coup, on n'a pas prévu nécessairement de slides. Julie. Oui. Eh bien, écoutez, pas de souci. Merci Rachida, merci à tous. Oui, quand on a discuté de cette conférence, on voulait faire un petit éclairage fiscal, parce que c'est vrai que dans une mobilité, la protection sociale, c'est quelque chose d'essentiel. Ça s'anticipe et ça se prépare. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas éluder non plus la partie fiscale. Parce qu'à partir du moment où vous allez décider de partir vous installer, soit seul si vous êtes seul, soit en famille, si vous avez une famille dans un autre pays, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez changer de résidence fiscale. Et la notion de résidence fiscale, c'est vraiment lié principalement à là où vous habitez et vous travaillez avec votre famille. Quand vous êtes résident fiscal de France, que vous êtes sûrement en ce moment, si vous êtes en train de réfléchir au projet de vous installer aux États-Unis, en fait, vous avez ce qu'on appelle une obligation fiscale illimitée. Vous déclarez tous vos revenus en France et c'est la France qui a le droit de connaître de l'intégralité de vos revenus, quel que soit le pays de provenance. En revanche, à partir du moment où vous quittez la France et que vous vous installez au Royaume-Uni, votre résidence fiscale, elle passe de la France vers le Royaume-Uni. Donc, ce sont les règles fiscales du Royaume-Uni qui vont s'appliquer et elles sont spécifiques. En revanche, la France, elle peut garder, vous pouvez garder une obligation fiscale en France si si vous continuez à percevoir des revenus de source française. Et ces revenus de source française, en fait, il faudra les déclarer en France et vous continuerez à payer de l'impôt en France si vous les avez à des taux un petit peu particuliers. Alors, il y a vraiment deux moments où c'est important de se poser la question de la fiscalité. Il y a vraiment au moment du départ, parce que quand on part vers le Royaume-Uni et qu'on remplit un certain nombre de critères qui sont notamment détenir 50% des parts d'une société ou avoir un portefeuille de valeur de plus de 800 000 euros. Alors ça, c'est pas le cas de tout le monde, on est bien d'accord. Mais par contre, avoir 50% des parts d'une société, ça peut être le cas de certains d'entre vous. Si vous quittez la France, vous pouvez être dans le champ de ce qu'on appelle l'exit tax, c'est-à-dire qu'il va falloir obtenir une sorte de quitus fiscal avec un certain nombre de formalités pour pouvoir quitter la France. L'idée, c'est de ne pas quitter la France pour aller vendre ses titres ou vendre sa société pour profiter d'un régime fiscal de faveur. C'est ça, l'exit tax. Je ne rentrerai volontairement pas dans le détail parce que c'est extrêmement complexe. Mais en tout cas, si vous êtes dans ces cas de figure, les cas que j'ai cités, sachez qu'il y a des formalités et que ces formalités, il convient de les remplir, en tout cas de les effectuer 90 jours avant votre départ. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et à anticiper et à gérer avant d'être parti. À partir du moment où vous êtes parti et que vous êtes installé au UK, effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça ne veut pas dire que vous ne déclarez plus rien en France. Ça veut surtout dire que si vous gardez des revenus de source française, et les revenus de source française sont limités par la loi, je vais vous les donner tout à l'heure à l'oral, vous allez continuer, vous êtes non-résident, mais vous allez continuer à les déclarer en France et à payer de l'impôt en France tant que vous les recevez. Ces revenus de source française, il y en a, on va dire, deux sortes, si on veut simplifier. Le plus commun, c'est si vous gardez des biens immobiliers en France, par exemple votre ancienne résidence principale, vous ne souhaitez pas la vendre, vous la mettez en location et vous recevez des revenus, des loyers de ces locations. Ça, typiquement, ça va continuer à être imposable en France et il faudra déclarer ces revenus-là. Et il ne faudra déclarer que ces revenus-là. Tous les autres revenus qui ne sont pas de source française ne seront pas dans la déclaration d'impôt. Ce qu'on peut voir aussi, mais c'est un peu plus rare, c'est si vous percevez des salaires qui correspondent à une activité en France.
Ça, il faut aussi en avoir conscience qu'il faut le déclarer en France. Et il y a aussi certaines pensions. Et si vous êtes à la retraite et que vous voulez aller vous installer au Royaume-Uni pour la retraite, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent demeurer imposables en France. Donc, l'idée clé derrière ça, c'est de se dire, je pars de France, je ne suis plus résident français, mais attention, j'ai peut-être encore l'obligation de faire une déclaration d'impôt. Et vous pouvez aussi et vous gardez aussi des obligations si vous vendez des biens immobiliers qui sont situés en France, après être parti. Ce sera au notaire de procéder aux formalités fiscales. Mais sachez que dans certaines situations, si vous faites une plus-value, cette plus-value, elle peut rester imposable en France et c'est le notaire qui précomptera l'impôt qui sera dû sur la plus-value. Dernier bastion français en matière de fiscalité, c'est si vous êtes dans le champ de l'impôt sur la fortune immobilière. L'impôt sur la fortune immobilière, il est dû en France si votre patrimoine immobilier net dépasse une valeur de 1,3 million d'euros. Si les biens que vous détenez en France dépassent ce seuil de 1,3 million d'euros, le fait de partir travailler, vous installer au Royaume-Uni, ne va pas effacer cet impôt. Et cet impôt sur la fortune immobilière, il faudra continuer à le déclarer et à le payer en France, quand bien même il y aurait un impôt comparable au Royaume-Uni. Donc, l'idée ici, on est très rapide sur la partie fiscale pour vous permettre de poser des questions, mais c'est vraiment de se dire, je pars, je change de résidence fiscale, donc mon obligation fiscale change. Attention, j'ai peut-être des formalités à réaliser avant mon départ et surtout, il est possible que je garde des obligations après mon départ. Donc, il faut que je me renseigne auprès des impôts ou auprès d'un avocat ou d'une personne qui vous aidera à faire vos déclarations pour être sûr de rester dans les clous au niveau fiscal d'un point de vue français. Voilà, je vous repasse la main et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Alors, on a une petite question. Est-ce que peut-être, Evan, tu pourras y répondre? Quel document obligatoire pour effectuer un stage au Royaume-Uni? Ok. Bon, d'une façon générale, pour effectuer un stage au Royaume-Uni, déjà, il faut un passeport valide, ça c'est sûr. Donc, une carte d'identité, elle est plus suffisante en soi. Si on veut débarquer ici, il faut un passeport valide, effectivement. Ensuite, dans certains cas, effectivement, il va falloir l'ITIer, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Et si le stage dure plus de 4 mois, il me semble, et qu'il est rémunéré, souvent, en fait, il faut demander un visa directement. Il faut apply pour un visa donc sur gov.uk. Directement sur leur site. Et généralement, le type de visa, il faut les chercher, justement, comme j'ai précisé tout à l'heure, parce qu'ils ne sont pas tous affichés. Il faut le chercher et je crois que c'est Temporary Worker ou Student Visa, donc visa étudiant en français. Et ça, c'est simplement si le stage, il s'inscrit dans le cadre des études. Et si jamais c'est le cas inverse, l'entreprise d'accueil doit parfois fournir une lettre d'invitation ou un certificat de sponsoring. Voilà. Après, pour les autres modalités de stage, ça reste encore à l'entreprise britannique de décider. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué de venir au Royaume-Uni. Et effectivement, depuis oui, 2-3 ans, la tendance s'est nettement inversée. Il y a plus d'au pair pratiquement ici au Royaume-Uni et les stagiaires sont effectivement en baisse. C'est toujours possible, mais c'est à la demande de l'employeur et surtout, c'est à lui de vous renvoyer à chaque fois tous les papiers. Très bien, merci beaucoup. C'est cette même personne qui pose une question, en fait, qui accompagne du coup des élèves à faire des stages. Est-ce que l'employeur peut si l'employeur français, est-ce qu'il peut se porter garant? Est-ce qu'on m'entend toujours là? Oui. Oui, j'ai enlevé mon micro. Alors, il peut se porter garant. Je pense qu'il peut se porter garant, mais est-ce que ça se fait encore au Royaume-Uni? Je ne sais pas. Je pense que c'est toujours possible de le faire. Après, théoriquement, maintenant, je crois que ça ne se fait plus. Donc, c'est possible, mais en théorie, ça risque d'être compliqué après. Très bien, merci. Une autre personne demande si est-ce que vous auriez des informations sur le type d'emploi pour obtenir un visa. Il est actuellement réceptionniste. Est-ce qu'il peut regarder peut-être sur les sites du gouvernement pour choisir le type de visa?
Complètement, complètement. Et puis, il y a plusieurs champs d'action disponibles pour ça. Le premier, effectivement, c'est de regarder sur le site du gouvernement. De toute façon, on ne le répétera jamais assez, mais sur gov.uk, vous avez littéralement toutes les modalités pour se porter garant à ce moment-là. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut regarder, sachant qu'en plus, ils vous proposent des alternatives en fonction du domaine. Donc, si c'est l'hôtellerie, pour le coup, effectivement, il y a des prérequis qui peuvent différer en fonction des corps de métier. Donc, voilà, gov.uk et là-dessus, vous pouvez trouver toutes les informations pour se porter garant. Alors, possible de nous indiquer les noms et emails des intervenants? Oui, bien sûr, nous pourrons le faire. Vous avez également ceux de la CFE qui sont directement projetés, mais je vais également les mettre dans le chat. Est-ce que peut-être vous auriez un petit mot de fin? Il me semble qu'on n'a pas d'autres questions. Moi, j'ai un tout petit dernier mot, mais ce sera très rapide. Vu qu'on parle un peu d'emploi, il y a quelque chose que j'ai pas forcément abordé, mais c'est la différenciation entre l'emploi français et britannique. Je vais essayer de la faire très courte, mais en tout cas pour les demandeurs d'emploi et les demandeurs de stage au UK, déjà sur votre CV, bon, bah, le CV britannique, il ne comporte pas de photos. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parfois, mais le CV britannique passe sous le format qu'ils appellent ATS. Et donc, sous ce format-là, donc il n'y a pas de photos et on évite aussi les informations trop personnelles. Donc, tout ce qui est âge, situation familiale, nationalité, tout ça, on peut le squeezer. Les CV sont généralement beaucoup plus courts, effectivement, et mettent en avant plus, on va dire, les compétences que les diplômes. Donc, c'est une vraie adaptation et il y a une vraie adaptation à avoir quand on fait ça. Et effectivement, il y a aussi des codes tacites, mais ça je serais plus apte à en parler si jamais on nous demandait ça directement par mail. Alors, on a deux petites questions qui viennent d'arriver. CFE, santé expat, NHS, mutuelle d'entreprise. Comment se faire conseiller sur la meilleure approche pour éviter de multiplier les coûts? Bon, je vais laisser ça à Rachida. Non, on l'a dit, hein, là, on a juste dressé les fondements, les basiques, on vous a donné toutes les infos. Effectivement, on ne conseillera pas la même chose à toutes les personnes. Chaque personne est différente, le besoin est différent. Donc, c'est nous contacter, contacter Saint-Expat pour effectivement avoir le meilleur comparatif entre assurance privée et complémentaire à la CFE avec la CFE. Voilà, je ne peux pas dire mieux en fait que de nous contacter. Et là, on a peut-être une question sur la fiscalité. Bonjour, j'aimerais savoir s'il y a une imposition en France si on travaille au Royaume-Uni et qu'on garde son logement social. Est-ce qu'il y a une double imposition? Alors, j'imagine que si on garde son logement social, du coup, on n'indique pas qu'on déménage et on garde son adresse en France. Ce qui veut dire qu'on reste résident fiscal français. Donc, on garde l'obligation de déclarer ses revenus, quel que soit le pays de provenance. Et donc, effectivement, on pourrait se dire que dans ce cas-là, si le Royaume-Uni va imposer mon salaire et que je dois aussi le déclarer en France, je risque d'avoir une double imposition. Alors, fort heureusement, il y a une convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni qui permet d'éviter justement ces mécanismes de double imposition. Ça veut dire que le salaire devra bien être déclaré en France, mais par contre, il faudra appliquer la convention pour obtenir un crédit d'impôt égal à l'impôt français, qui viendra complètement annuler le montant de l'impôt en France, puisque si on travaille au Royaume-Uni, l'impôt est dû au Royaume-Uni. Donc, il y a tous les mécanismes en place pour éviter la double imposition, mais ça suppose que dans le pays où vous travaillez, il y ait bien une convention fiscale entre la France et le pays en question. Et c'est le cas au Royaume-Uni. Si je peux me permettre, Julie, là, on parle de résidence fiscale, mais pour garder son logement social en France, il faut être résident, il faut avoir sa résidence principale en France. Donc là, on pourrait s'expatrier, enfin, en tout cas vivre au Royaume-Uni ou aux US, que dans le cadre d'un court séjour de moins de 3 mois ou pas? Parce que... Oui, a priori, oui, c'est plutôt le cas des courts séjours. Après, ce qu'on peut voir aussi en pratique, c'est que quelqu'un qui aurait eu la chance d'avoir un logement social, finalement, pourrait partir 1 an, 2 ans au Royaume-Uni, mais ne pas informer l'administration du départ et continuer à déclarer en France comme s'il était résident français. C'est des choses qu'on peut voir. C'est évidemment pas conforme à ce qui devrait être fait. Mais en pratique, c'est ce qui peut... voilà, c'est des choses qu'on voit quand même. Donc, je pense que la question était peut-être plutôt tournée là-dessus. Mais tu as raison, ça, c'est aussi le cas pour des courtes missions. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que peut-être on peut finir sur un message de fin, un petit mot de
sensibilisation ou autre? Bon, je vais prendre la main là-dessus. Le portrait qu'on a dressé de Londres, il est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'effectivement, la législation est beaucoup plus compliquée sur place, que ce soit effectivement l'aspect financier, que ce soit aussi l'aspect fiscal. C'est effectivement plus compliqué, mais ça reste toujours accessible et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Bon, on est au Royaume-Uni, on est à quelques centaines de kilomètres, mais au final, on n'est pas si loin que ça. Donc, je pense que tout est faisable. Effectivement, il faut juste s'y prendre un peu à l'avance. Et à partir du moment où effectivement on est un peu précautionneux et on fait les choses dans l'ordre, et bien bah, tout se passe bien. Donc voilà, tout se passera bien si vous venez au Royaume-Uni et j'espère pouvoir vous voir un jour et pourquoi pas aller au pub, pourquoi pas tant qu'à faire. Alors, sans faire de pub ou de mauvaise pub, on sera à la French Fair, du coup, Evan, donc on te prend au mot. Et on sera tous, Raphaël, CFE et Deloitte, avocats, on sera à la French Fair. Donc, on pourra aussi vous y rencontrer pour vous qui nous écoutez aujourd'hui. Mais Evan, on te prend au mot, tu nous invites au pub. Effectivement. Bah, du coup, je vous inviterai à boire un verre de vin plutôt à la French Fair. Mais voilà, donc ce sera vin fromage plutôt. Est-ce que Julie ou Raphaël a un petit dernier mot? Rapide, le maître mot en fait pour toute expatriation, vous l'avez compris, c'est l'anticipation. Donc le conseil ultime, c'est vraiment de réfléchir son projet et d'anticiper sur tous les aspects de sa mobilité. Ouais. Et de mon côté, je suis toujours surpris de voir qu'il y a des Français, en effet, qui ne sont pas associés de ce sujet-là, de la santé, à la maison de l'expatriation de Londres qu'on a pu faire ou des permanences qu'on fait parfois avec la CFE, où on se rend compte qu'il y a des gens qui sont installés depuis 10, 15, 20 ans et qui ne savent pas ce qu'est la CFE, une complémentaire. Et parce qu'on est très français, on a toujours été chouchouté par la Sécu. Tout se fait naturellement en fait en France sans qu'on se soucie trop de ça. Donc voilà, devenez acteur de votre santé et contactez-nous pour partir avec la meilleure solution et celle qui couvre votre santé, éventuellement celle de votre famille. Super, merci beaucoup. Nous allons terminer ce live. Merci à toutes et tous de vous être connectés, d'avoir participé. N'hésitez pas à prendre rendez-vous à la maison de l'expatriation si vous avez un projet de départ pour poser vos questions et pour en savoir plus. Merci à tous les intervenants également et à bientôt. Merci Au revoir. à tous. Au revoir.